le contrat, effectivement, aujourd'hui, la commande, en tout cas de Jean-Claude, c'est que je vous expose deux, trois éléments sur le rapport entre Napoléon et les religions. Euh, Évidemment, ce rapport, je vais le dire, il est en fait euh, essentiellement placé sous le signe de la politique, puisque Napoléon est avant tout un homme d'État. On interrogera un petit peu ses convictions. Tu l'as déjà un petit peu fait en introduction. Finalement, on y voit très vite assez clair sur ce qu'il pensait de tout cela. Mais on va s'apercevoir effectivement, et ça va être le sens de mon propos, que le projet principal de Napoléon en matière de religion, c'est de maîtriser ces forces-là, de les mettre au service de son règne et au service, in fine, du pays, puisque l'ambition de Napoléon, si elle était grande, a quand même été principalement une ambition pour la France. Alors c'est la matière religieuse complexe qui reprend une sorte d'actualité avec les événements que nous connaissons. Alors de quoi s'agit-il en fait quand on aborde cette question? Il s'agit d'abord de comprendre que une fois que le régime du consulat a été établi, une fois en novembre 99 évidemment avec le coup d'État de Brumaire, une fois que a été confortée la victoire militaire obtenue à Marengo, le 14 juin 1800, Bonaparte va entreprendre de résoudre la principale fracture sociale qui traverse la France depuis la Révolution, c'est-à-dire la fracture religieuse. Et c'est donc dans cette volonté de réconcilier les Français, d'unir la nation, euh, c'est dans sa volonté aussi d'établir une des principales et de stabiliser une des premières conquêtes de la Révolution qui est la liberté religieuse, que Napoléon va prendre un certain nombre de décisions. Et la principale d'entre elles, évidemment, c'est de procéder à la mise au point d'un concordat, à l'élaboration d'un concordat qui est discuté, négocié en 1801, pour finir en 1801, et qui deviendra la loi commune en 1802. Ce concordat, je vais articuler mon propos autour de sa place dans la construction napoléonienne. Je ne me limiterai évidemment pas au concordat, mais euh, il faut déjà quand même expliquer un petit peu les raisons qui poussent Napoléon à essayer d'établir ce concordat, parce que évidemment, elles disent beaucoup de ce qu'était son projet dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, les raisons de ce concordat, elles sont essentiellement politiques et sociales, bien avant d'être religieuses. Dans un premier temps, pour Napoléon, il s'agit en réalité de pacifier la société. Cette pacification, elle passe par la reconnaissance du sentiment dominant de cette société en matière religieuse. C'est-à-dire qu'en fait, Napoléon, évidemment, va reprendre et même poursuivre le projet de sécularisation de la religion qui a été entamé par la Révolution, et notamment à travers des événements traumatiques comme la constitution civile du clergé, par exemple, en 90, pardon, juillet 90. Mais il entend aussi rendre un petit peu sa place à l'aspiration assez générale, assez commune de la société envers la religion, une aspiration qui est quand même profondément, notamment dans les campagnes, mais pas seulement, de voir la religion faire partie de, de la vie sociale et dans un cadre qui est apaisé. Le deuxième projet qui va mener au Concordat, c'est celui qui vise à réunifier sans doute un petit peu la population des catholiques eux-mêmes. La population catholique est ultra majoritaire en France à ce moment-là, en 1800, au moment dont on parle. Cette population, elle se divise grosso modo en trois tiers, un tiers qui ne pratique pas du tout, un tiers qui suit l'Église constitutionnelle telle qu'elle a été définie par la Révolution, pardon, et les prêtres qui ont prêté serment à la nation et à la Révolution. Et puis un tiers à peu près reste plutôt fidèle, ou en tout cas a tendance à suivre ce qu'on appelle les prêtres réfractaires, qui ne sont pas donc les prêtres constitutionnels, et qui généralement développent une position plutôt hostile à la Révolution et aux grands changements de la Révolution.
Et cette population de catholiques, qui avoisine sans doute à peu près 30 millions d'individus, eh bien, c'est une population que Napoléon vise à réunifier et à, à apaiser effectivement par le même moyen. Le troisième point que je voulais aborder rapidement dans ces causes générales au Concordat, c'est évidemment les positions personnelles de Bonaparte. Alors la position de Bonaparte sur la question, elle est marquée avant tout par un profond pragmatisme. Évidemment, Bonaparte est de culture catholique, il a été élevé dans la religion catholique, il conserve pour la religion catholique une certaine tendresse, sans doute, qui est plus affective, plus charnelle qu'autre chose. Il a parfois évoqué le, comment dire, l'émotion qu'il pouvait ressentir encore quand il entendait le son des cloches, etc. Donc voilà, il a cette idée de cette culture-là, évidemment. Euh, pour autant, ça n'est pas un homme très pieux, c'est pas un homme qui observe très naturellement les principes de la religion. Il est plutôt même, il est respectueux de la croyance, mais plutôt défiant à l'égard du culte. Il est peu attaché au rituel. Ça, c'est voilà pour le portrait personnel et intime de Napoléon, autant qu'on puisse le connaître. Et ensuite, Napoléon, c'est avant tout un animal politique. Donc, c'est quelqu'un qui considère que la religion, c'est un des moyens dont doit disposer l'État pour gouverner les hommes et dont doit disposer le chef d'État pour gouverner les hommes. Il y a cette fameuse déclaration au Conseil d'État le 16 août 1800 dont je vous lis un extrait, mais c'est une déclaration très connue, donc c'est un peu avant toutes les décisions du Concordat. Ma politique est de gouverner les hommes comme le plus grand nombre veut l'être. C'est là, je crois, la manière de reconnaître la souveraineté du peuple. C'est en me faisant catholique que j'ai fini la guerre de Vendée, en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte, en me faisant ultramontain que j'ai gagné les esprits en Italie. Si je gouvernais un peuple de juifs, je rétablirais le temple de Salomon. Donc du pragmatisme, la population que l'État a en charge de gouverner, eh bien, elle a une religion dominante, on va dire, et cette religion dominante doit être prise en compte parce que les gens y tiennent, parce que ça fait partie de leur culture et de leur tradition, et qu'il faut donc s'inscrire dans cette culture et dans cette tradition. Pour autant, on sait que Napoléon, à titre personnel, porte un regard assez critique sur la religion catholique, sur le clergé. Parmi les joyeusetés qu'il réserve à certains de ses commensaux à Sainte-Hélène, à Oméara, il confie à un moment donné que pour lui, les moines sont une canaille, pardon, des individus qui, je cite, ne font que baffer, dire des patenôtres et commettre des crimes. Donc il a de temps en temps la dent dure à l'égard du clergé catholique. Pour autant, encore une fois, ce ne sont pas ses considérations qui vont le guider en matière religieuse et en matière d'organisation de la religion. On lui prête parfois l'intention, ou on lui a prêté l'intention de donner la prépondérance au protestantisme, religion qui correspondait peut-être davantage à la philosophie issue de la Révolution, une religion qui avait, disons, un rapport à la modernité qui était peut-être plus certain que le catholicisme. Il en a sans doute jamais été question. D'abord, Bonaparte, à titre personnel, pense sans doute que le protestantisme parle plus à sa raison qu'à son cœur, et ça, c'est quelque chose qu'il retiendra souvent. Et puis, il sait très bien que le protestantisme est une religion minoritaire, très minoritaire en France, à l'issue du XVIIIe siècle, et que par conséquent, c'est pas du tout, ça n'a jamais été sans doute dans ses projets que de lui donner une place qui est, comment dire, exagérée par rapport à ce que comptent les protestants dans notre pays. Donc voilà, les sentiments de Napoléon en matière religieuse, finalement, ne vont pas déterminer son choix autrement que comment dire que cette considération très politique et très pragmatique que la religion est un outil. Deux citations, l'une à Roederer au début de la période où Napoléon affirme il n'y a que la religion qui puisse faire accepter aux hommes des inégalités de rang car elle console de tout. Donc c'est un moyen de l'ordre social, c'est un moyen de la paix sociale et c'est un moyen de la soumission des hommes à l'ordre des choses. Et puis deuxième citation qui est reprise par l'historien Madelin, il faut laisser à la masse du peuple ses prêtres, ses autels et son culte.
il faut aussi que le gouvernement s'en serve pour diriger les hommes, pour former leurs mœurs, pour adoucir leur misère, pour les rendre meilleurs et moins malheureux. Donc il reconnaît par là aussi une vertu consolatrice, on va dire, à la religion. Et donc, elle fait partie du schéma avec lequel il entend gouverner. La conséquence de tout cela, c'est que Napoléon, en fait, enfin Bonaparte, plutôt Napoléon, va s'éloigner de la Révolution en réalité et de la position des républicains à l'égard des religions. D'abord parce qu'il n'applique pas à la question, vous l'avez compris, une solution idéologique, ce qui est plutôt la pente qu'a prise la Révolution progressivement. La deuxième, ensuite, pour montrer qu'il s'écarte de cette volonté révolutionnaire, l'idée que euh, finalement le, le rapport avec la religion ne doit pas être un rapport de combat, ne doit pas être un rapport d'hostilité, et qu'au contraire, il faut finalement associer là où les religions et les églises à la marque du pays et concilier en fait se concilier ces églises et donc sortir d'une logique qui est une logique de combat et qui est une logique qui d'ailleurs, je le rappelle, n'est pas immédiate, hein, n'est pas immédiatement mise en place par la Révolution, c'est plutôt l'évolution des choses. D'abord la réaction très négative du clergé catholique à l'égard de la Révolution, puis l'emballement des forces révolutionnaires à partir de 1791, 92, 93 et la Terreur, qui provoque cette espèce de face-à-face entre la religion catholique, le clergé catholique et entre l'Église la Révolution, puis la République, mais que ce n'est pas la Révolution n'est par rapport aux religions pas un mouvement uniforme, et c'est une évolution qui fait que cela vire assez rapidement à l'affrontement. Et donc, le concordat et le consulat vont rompre avec une certaine logique déployée par la Révolution, mais finalement pas profondément avec la Révolution elle-même. La dernière chose que je voudrais dire que je voudrais retenir parmi les causes de ce concordat et de cette réforme religieuse, enfin cette réforme de la pensée politique à l'égard de la région chez Napoléon, c'est peut-être la plus importante, c'est la question géopolitique. Puisque en réalité, Bonaparte espère bien qu'en modifiant euh, le, le rapport à la religion, en modifiant la place des religions en France, la France en obtiendra un certain nombre d'avantages. Le premier avantage, c'est d'affaiblir l'Autriche, un des ennemis principaux de la France à ce moment-là, qui ne serait plus l'État présenté systématiquement comme garant des intérêts du pape, et qui serait de surcroît diminué, et notamment diminué en Italie, où la rivalité avec la France est très grande. Et on comprend qu'une amélioration des rapports avec le souverain pontife, avec le pape par exemple, permettrait de diminuer un petit peu l'argument qui est de présenter la France comme finalement la nation de l'Antéchrist et la nation opposée aux intérêts de l'Église et de la chrétienté plus largement. Deuxièmement, sur le plan géopolitique, ça a un rapprochement avec l'Église catholique, ou du moins un apaisement des relations avec l'Église catholique, permettrait de diminuer aussi le recours qu'a la contre-révolution traditionnellement à l'argument religieux. Il s'agirait d'ôter aux contre-révolutionnaires et donc aux opposants, disons, de droite du mouvement issu de la Révolution, un argument qui est celui tiré du fait que la Révolution, pardon, et la République ont malmené la religion catholique. Et donc, il s'agirait de rompre le lien finalement presque automatique qui s'est noué entre les principes religieux, la défense de l'Église, notamment catholique bien évidemment, et la contre-révolution, ou en tout cas l'opposition royaliste par exemple. Et donc, il s'agit de faire revenir finalement la main du gouvernement sur la religion pour ôter à ses adversaires cet argument-là. Enfin, sur le plan intérieur, de manière à court terme, si vous voulez, se concilier la religion, en particulier catholique, c'est désarmer la Vendée, hein, euh, dont petit à petit l'opposition à la République et à son prolongement qui est le consulat va s'atténuer évidemment au fur et à mesure que l'Église catholique va se concilier avec le gouvernement. Donc finalement, on est quand même bien aussi dans une logique qui consiste pour Bonaparte à finir la Révolution
comme il l'avait annoncé au moment de Brumaire, c'est-à-dire finalement à accomplir cette révolution et à apaiser et à faire en sorte que le pays ne soit plus en révolution, mais révolutionné et qu'un ordre nouveau soit établi dans lequel l'État et la religion aient des relations apaisées. C'est vraiment un terme qui revient systématiquement. Donc, il s'agit de pacifier la France sur le plan religieux, et pour cela, Bonaparte va chercher à nouer enfin, à parvenir à un accord avec le Saint-Siège. Il prend dès avant Marengo, pardon, un certain nombre de mesures, dès après Brumaire et avant Marengo, un certain nombre de mesures. On arrête sous le consulat la déportation des prêtres réfractaires qui acceptent de prêter serment. On autorise la réouverture des églises le dimanche, alors que le calendrier républicain avait suspendu cette pratique et faisait fixer au décadi du nouveau calendrier l'ouverture des églises. On rend des honneurs funèbres à Piscis, qui est mort à Valence, hein, d'ailleurs, à la fin de l'année 1799, en captivité. Et au lendemain de Marengo, le 14 juin 1800, la victoire de Marengo, de façon très éloquente, pardon, Bonaparte fait donner un Te Deum à la cathédrale de Milan, auquel il assiste personnellement. Donc autant de signes, dès après son arrivée au pouvoir, qu'il envoie à l'Église, signifiant évidemment sa volonté d'un rapprochement, sinon d'une réconciliation complète. Donc cette volonté bonapartiste de renouer le lien avec l'Église catholique et d'apaiser la relation entre l'État issu de la Révolution et les religions va se manifester. Elle va se manifester par le concordat principalement et ce qu'on appelle les articles organiques qui vont suivre le concordat, ce que je vais expliquer tout à l'heure. Alors d'abord, il faut savoir que le Marengo la victoire de Marengo va dégager l'horizon pour Bonaparte. En fait, dès après Marengo, le pouvoir consulaire est établi et renforcé. Bonaparte va en profiter pour faire un ménage politique, en quelque sorte, j'y reviendrai tout à l'heure, en se livrant à un certain nombre de réformes des assemblées. Ça viendra plus tard. Mais dans un premier temps, il ne va pas hésiter à bousculer les usages républicains. Le Te Deum dont je disais qu'il avait ordonné qu'il fût donné à Milan, mais aussi donc un certain nombre de propos qu'il tient, marquant sa volonté de réconcilier la République dans laquelle nous sommes encore et la religion, et qui vont effaroucher un certain nombre de, de ceux qu'on appelle les idéologues, par exemple Volney, Cabanis, un certain nombre de militaires, hein, Bernadotte, Brune, pardon, Gouvion-Saint-Cyr, Moreau, qui sont des procureurs de curés, hein, patentés, et que Napoléon, finalement, auquel il signale que finalement les temps ont changé et que la politique va évoluer. Des personnages majeurs de la Révolution, Lafayette, l'abbé Grégoire, vont comprendre après Marengo, effectivement, que la volonté de Bonaparte est différente de celle de ses prédécesseurs, du Directoire en particulier, et qu'il va falloir changer de ton et de politique vis-à-vis de l'Église. Et dès après Marengo, donc concrètement, et pour montrer de quelle manière Napoléon est farouche en quelque sorte, c'est ceux qui ont été un certain nombre de ses soutiens en Brumaire d'ailleurs, hein, eh bien, dès après Marengo, Bonaparte va faire une ouverture vers le pape en rencontrant dans les jours qui suivent, un peu plus d'une semaine après, à Vercelli, le cardinal Martignana, qui est un représentant du pape et avec lequel Bonaparte va s'entretenir pour lui communiquer son désir, hein, d'arranger la situation de l'Église en France et de procurer une paix pour la France au dehors. Et l'été qui suit Marengo va se passer à rapprocher jusqu'au début du mois de novembre l'Église de l'État français, jusqu'à ce qu'en novembre, justement, Monseigneur Spina, l'envoyé de Picette, arrive à Paris afin de négocier les conditions d'un rapprochement entre l'Église et l'État français. Et donc, le premier consul va désigner Talleyrand et l'abbé Bernier, un ancien contre-révolutionnaire d'ailleurs, opportunément rallié au régime, pour représenter les intérêts de la France et du gouvernement face à l'Église, avec laquelle, désormais, il s'agit de négocier. Donc, comme je l'ai déjà un petit peu dit, il s'agit vraiment de clore le cycle ouvert par la Révolution,
Et donc, il faut notamment, pour pouvoir comment dire, arriver à une solution apaisée avec l'Église, il faut notamment résoudre trois questions. La première, c'est celle des biens ecclésiastiques. Euh, il est rapidement décidé que les biens qui ont déjà été aliénés, c'est-à-dire vendus, notamment suite à la constitution civile du clergé, resteront propriété de leurs acquéreurs, et que, à défaut de restituer les biens restants au clergé, le gouvernement prendrait en charge la rémunération, pardon, des clercs. Deuxième question très épineuse, la nomination des clercs et en particulier la nomination des évêques. Bonaparte compte bien profiter du futur concordat pour renouveler entièrement l'épiscopat français, euh, et il entend bien avoir un peu un droit de regard, sinon la main, sur la nomination des évêques. Et donc très rapidement, on arrive à l'idée que Bonaparte devrait pouvoir nommer les évêques sur proposition du pape, ou le pape euh, consacrer les évêques avec l'accord de Napoléon. Ça, c'est quelque chose qui est assez rapidement tranché. Et puis la troisième question, c'est la question de quelle place accorder à l'Église catholique en France. Après tout, comme tu l'as rappelé Jean-Claude tout à l'heure, l'Église était la religion officielle sous la monarchie. Elle a été le principal ennemi, un des principaux ennemis désignés de la Révolution et de la République. Quel allait être son statut? Et en réalité, Napoléon comme on l'a compris tout à l'heure, n'est pas opposé à reconnaître une sorte de prépondérance à l'Église catholique, hein. Mais par contre, il est évidemment pas du tout question d'en faire une sorte de religion d'État. Et voilà, il va falloir adopter une formule, et vous savez que la formule retenue, ça sera celle de reconnaître le catholicisme comme religion de la majorité des Français, ce qui n'était rien d'autre que reconnaître finalement un état de fait. Avec cette place de la religion, hein, il y a d'autres questions un peu annexes, qui étaient par exemple que devenait le divorce, que la Révolution avait permis, et vous savez qu'il sera évidemment maintenu selon certaines conditions dans le Code civil. Que deviendrait l'autorisation qui avait été faite aux prêtres constitutionnels de se marier, hein. Donc voilà, il y a tout un tas de questions annexes qui allaient avec cette idée de quelle place pour l'Église dans l'État. Euh, Bonaparte, comme à d'habitude, c'est un des traits communs avec Jean-Claude Ban, veut aller vite, veut que les choses, il fixe un délai, il fixe des échéances qu'il faut évidemment respecter, et il pousse, hein, les gens qui négocient avec le pape pour que les choses avancent. Vous savez que le texte final du Concordat sera signé par Joseph Bonaparte. Il a fait l'objet auparavant de 21 rédactions, hein, tout de même, qui montrent le patient travail qui a été de négociation, qui a été celui des représentants de l'État français et de l'Église pour parvenir à un accord. Parmi ceux qui ont joué un rôle dans la préparation du Concordat, Emmanuel Crété, hein, qui est des ponts de vos voisins, euh, et qui est voilà, qui a été une des petites mains du travail sur le préparatoire au Concordat. Donc le Concordat, à quoi arrive-t-on? Alors c'est un texte de compromis déjà, très simplement. C'est un texte assez court, 17 articles qui le composent. Sur le principe, la prééminence accordée à la religion catholique est réelle, mais elle est limitée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le préambule qui prononce la religion catholique comme la religion de la majorité des Français a pour effet d'annuler la constitution civile du clergé. On voit bien là aussi qu'on clôt un cycle qui avait été ouvert par la Révolution. Je fais juste une remarque en disant qu'au moment où on signe le Concordat et où on dit que la religion catholique est la religion de la majorité des Français en France, on conserve le catholicisme comme religion d'État dans la République cisalpine, qui existe encore, hein. Et ce qui montre bien le profond pragmatisme de Napoléon sur la question religieuse. Il n'en fait pas du tout une question idéologique, et il est question d'avancer autant que le rapport de force, en réalité, permet d'avancer. C'est aussi simple que ça. En outre, on précise dans le Concordat que les consuls, puisqu'ils sont encore 3, doivent faire profession de la religion catholique, et que le Concordat est susceptible d'être révisé si les chefs d'État venaient à ne plus être catholiques. En échange, évidemment, le Saint-Siège, c'est le deal, hein, reconnaissait la République, et on peut estimer que le Concordat, de ce point de vue-là, repose sur une certaine égalité entre les deux contractants.
Et il y a là une logique sur laquelle je vais revenir, mais qui finalement rompt avec ce qu'on appelle parfois le gallicanisme, qui est une tradition de, de volonté de l'État de dominer l'Église, qui apparaît bien avant la Révolution, en particulier Louis XIV, qui théorise l'idée selon laquelle l'Église doit être dominée par l'État. Et cette tradition gallicane, finalement, n'est pas celle dans laquelle s'inscrit pour commencer Bonaparte. Alors que finalement, elle a quelque chose à voir avec la politique que la Révolution avait vis-à-vis de la religion. C'est ce qui est particulier. De ce point de vue-là, la voie concordataire qui est ouverte par Bonaparte est une voie originale qui place l'Église et l'État sur un pied d'égalité d'une certaine manière, en tout cas au début, puisqu'on va voir qu'ensuite Bonaparte, sa position s'améliorant, va chercher à gagner un avantage plus important vis-à-vis de la religion, enfin, vis-à-vis de l'Église en particulier. Bonaparte obtient dans le Concordat le principe de renouvellement du corps épiscopal. Il y aura 60 évêques nommés. Alors chaque évêque étant nommé par lui, mais devant recevoir l'investiture canonique du pape. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est arrivé à cet équilibre-là. Et il y a eu au XVIe siècle, au début du XVIe siècle, le Concordat de Bologne entre le pape Léon X et François Ier, qui disait à peu près la même chose, qui arrivait à peu près au même compromis. Donc Bonaparte, finalement, vous voyez, invente, mais comme toujours, très pragmatiquement, en sachant ce qui a existé et en établissant l'équilibre qui lui semble le plus favorable pour la France et pour l'État français prioritairement. De fait, avec le Concordat, le clergé est sous contrôle, le traitement des ecclésiastiques est assuré par l'État, la vente des biens nationaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, est confirmée. Le seul problème qui reste un petit peu dans le flou, mais ça n'aura pas de conséquences à Valence, par exemple pour le temple Saint-Ruf auquel tu faisais allusion sans doute tout à l'heure, c'est la situation des églises non aliénées, donc celles qui n'ont pas été vendues, et dont le texte précise qu'elles seront remises à disposition du culte. Surtout, les clercs doivent prêter serment à la Constitution. Et plus encore, ils s'engagent même à donner des informations au gouvernement sur l'état d'esprit de la population, ce qui est quand même poussé assez loin la collaboration, sans mauvais jeu de mots, entre l'Église catholique et le nouveau gouvernement. Le texte final peut donc être considéré comme un texte tout à fait favorable au gouvernement, à l'État. Le pape le ratifie le 15 août et le premier consul le ratifie le 8 septembre. Il fallait attendre, comme souvent, évidemment, que le gouvernement, pour que le concordat fût complètement appliqué, que l'État adopte les décrets d'application, ce qui va donner lieu aux fameux articles organiques auxquels je faisais allusion tout à l'heure et qui sont ceux qui vont présenter une certaine difficulté. Alors en réalité, dès que le Concordat est signé, Bonaparte va abuser de son ascendant pour déséquilibrer l'accord initial qui était justement assez équilibré. Alors j'ai un petit peu dit tout à l'heure, Bonaparte après Marengo pousse les feux contre un certain nombre de républicains. En 1802, dès le début de l'année, fin de l'hiver-printemps, il se livre à une véritable épuration d'un certain nombre d'assemblées, en particulier le tribunal et le corps législatif, dont il écarte un certain nombre d'individus. Il divise le tribunat en plusieurs sections, il donne une de ces sections à son frère Lucien. Enfin voilà, il durcit son pouvoir, il durcit la dictature de salut public à la tête de laquelle il s'est placé. Il mène finalement un vrai coup de force parlementaire, en réalité un vrai coup d'État parlementaire dans le premier semestre 1802 qui lui permet de raffermir sa dictature. Et donc, je passe par là parce qu'il a raffermi son pouvoir politique, il est vraiment consolidé en France. C'est le moment aussi où la relation avec l'Angleterre a montré l'ascendant qu'il avait pris. Enfin voilà, il a réassuré ses positions géopolitiques. Et c'est justement à ce moment-là que le Concordat est adopté par les assemblées épurées. Et c'est à ce moment-là que Bonaparte va pouvoir aggraver un petit peu la situation au profit de l'État.
la, oui, donc voilà, ça c'était le triangle de Bonaparte, pardon. Et donc, c'est dans ce contexte-là, je passe rapidement sur ce contexte, mais il est important quand même pour comprendre le contexte dont bénéficie Bonaparte, dont il tire profit pour justement aller un peu plus loin que ce qu'il avait obtenu au moment du Concordat proprement dit. Alors, il va faire adopter des articles dits organiques qui vont compléter et constituer une sorte de process d'application du Concordat, de mise en route du Concordat. Ces articles organiques sont réunis on peut les considérer en deux groupes. 77 premiers articles qui concernent directement le Concordat et la relation avec l'Église catholique, et 44 autres qui sont dédiés au culte, qui forment une loi relative au culte, qui en réalité regarde la religion protestante et les cultes protestants. Euh, une grosse partie d'entre eux concerne le culte réformé, une partie un peu moindre, les luthériens. Alors, dans ces articles organiques, il se passe des choses et la portée du texte initial est infléchie dans un sens favorable au gouvernement. Alors d'abord, l'autorisation gouvernementale est désormais requise pour que le clergé de France reçoive les brefs du pape ou les décrets des conciles, pour que le clergé accueille des légats ou des commissaires apostoliques. Donc l'État va contrôler les relations, commence à s'immiscer dans les relations que le clergé de France peut avoir avec le pape. Le gouvernement va restreindre également, grâce à ces articles organiques, les manifestations publiques du culte catholique. Et par exemple, il est décidé que dans certaines agglomérations qui disposent d'un temple, d'autres églises dédiées à d'autres cultes, le culte catholique devra être discret et donc interdit un certain nombre de manifestations publiques de peur justement de provoquer des tensions entre les communautés religieuses. Donc ce qui est interdit aux protestants traditionnellement, c'est-à-dire de manifester leur foi publiquement, euh, y compris depuis les arrêts de tolérance, enfin, l'édit de tolérance de Louis XVI, de manifester publiquement leur foi pour ne pas provoquer la communauté catholique majoritaire, eh bien c'est également exigé de la communauté catholique par les articles organiques au Concordat. Et d'une manière générale, on s'aperçoit que le poids de l'État sur la religion et sur l'Église catholique est renforcé par ces articles organiques. De la même manière, je le dis, il y a un certain nombre d'articles organiques qui vont concerner les cultes protestants et qui vont notamment décider que l'Église protestante doit être, enfin les églises protestantes principalement, doivent être réorganisées. C'est depuis le Concordat et les articles organiques que l'Église protestante en France, notamment l'Église réformée, est organisée en un consistoire et en des consistoires départementaux qui dépendent du consistoire national. Et évidemment, on demande à l'Église protestante le même type d'obligation qu'à l'Église catholique. Je l'ai dit, de discrétion de manifestation publique, mais aussi les pasteurs, par exemple, seront rémunérés par l'État et leur rémunération ne se fera pas sans que l'État ait été consulté. Euh, Tu l'as dit, Jean-Paul, tout à l'heure, Jean-Claude, pardon, j'y reviens rapidement. Après le Concordat, l'État va mettre, là où ça n'est pas le cas, à disposition des églises protestantes un certain nombre d'édifices. Et le principal temple protestant de Valence, le temple Saint-Ruf, est comment dire, concédé au culte protestant à partir de cette date-là, au lendemain du Concordat. Il s'agit d'une ancienne chapelle catholique, comme vous le savez, qui a été euh, euh, rattachée à l'abbaye de Saint-Ruf, l'ordre de Saint-Ruf venant d'Avignon au cours du XVIIIe siècle et étant supprimé par le roi lui-même au début des années 1870. Donc c'est ce bâtiment qui a été désaffecté, qui a été pendant la Révolution successivement un grenier à blé, une loge maçonnique sur la fin, un temple dédié à la raison, qui a accueilli des réunions de clubs révolutionnaires, et bien finalement devient temple protestant, temple de l'Église réformée, au lendemain du Concordat. Et donc c'est évidemment le genre de modification qu'apporte le Concordat et les articles organiques. Donc, vous l'avez compris, le, le, les articles organiques changent assez radicalement les choses. Et puis, c'est vrai, je ne voudrais pas ne pas évoquer les changements qui interviennent concernant la religion juive. Alors, le Concordat et les articles organiques ne concernent pas les Juifs. La question de la religion juive est traitée postérieurement par l'Empire.
et cette fois-ci par l'Empire, c'est-à-dire que l'Empire a été proclamé bien avant que le sort des Juifs soit réglé finalement, qui sera réglé par Bonaparte, enfin, par Napoléon, par le biais d'un grand Sanhédrin qui est convoqué au début de l'année 1807, premier trimestre 1807, février-mars essentiellement. Et dans ce grand Sanhédrin, on prend un certain nombre de décisions. Alors, pour aller vite, d'abord, on régularise tout à fait la situation de la religion juive en France, qui est, comment dire, les Juifs sont émancipés et la religion juive obtient droit de cité exactement au même titre que les autres cultes en France. Ça, c'est un grand progrès, évidemment, qui est fait. Bonaparte, effectivement, va vouloir mettre un petit peu son nez dans la manière dont la religion juive est organisée. Donc, il va demander aux Juifs de s'organiser en France selon le même modèle que les protestants, un consistoire et les consistoires départementaux. Par contre, différence notable, à la différence des prêtres ou des pasteurs, les rabbins ne seront pas rémunérés par l'État. Alors, l'Empire va travailler à l'émancipation juive. Incontestablement, c'est une date favorable pour la population juive en France et en Europe, puisque les armées impériales, au fur et à mesure de l'extension de l'influence française, vont contribuer à émanciper les Juifs un peu partout en Europe, et parfois, et même souvent, lorsque l'Empire refluera et que Napoléon perdra son pouvoir, eh bien, le sort des Juifs, dans un certain nombre de pays européens, se durcira, je pense à la Prusse en particulier, où véritablement la domination napoléonienne a apporté un plus grand confort et une plus grande sécurité pour ces populations. Juste une chose à propos de la population juive, il y a plusieurs décrets qui vont concerner ensuite les Juifs, et c'est vrai qu'il y a un décret qui est parfois désigné comme étant un décret particulièrement dur par rapport à cette population, qui date de 1808, qui est, si je ne me trompe pas, le troisième grand décret impérial qui concerne le sort des Juifs. Et ce décret-là, c'est vrai, est souvent critiqué parce qu'il réduit un certain nombre de prérogatives de la population juive, essentiellement en Alsace. Les Juifs alsaciens sont traités différemment des Juifs du Sud-Ouest, par exemple, qui constituent une autre grande population, des Juifs du Midi, des Juifs de Paris, ou des Juifs de l'Italie, par exemple, qui, eux, sont pas concernés par ce décret-là. Mais le décret 1808 se durcit pour les Juifs alsaciens, réglemente les métiers qu'ils peuvent exercer, réglemente un certain nombre de leurs pratiques sociales, si vous voulez. Et c'est vrai que il y a là un élément qui, sans doute, plaide pour que on nuance un petit peu le bienfait que fut l'Empire pour la population juive, mais globalement, ça n'enlève rien au fait que l'Empire a été un moment favorable pour l'émancipation des Juifs après la Révolution. Pour finir, je voudrais quand même évoquer les relations entre l'empereur et le pape, parce qu'il faut quand même en dire quelques mots. En réalité, ces rapports sont des rapports essentiellement politiques. Et donc, les rapports entre le pape et Napoléon étant des rapports politiques, ils vont être des rapports de force. Et évidemment, plus le pouvoir de Napoléon va se développer, plus son comportement vis-à-vis du pape va se durcir. Et après les grandes victoires de 1805 et jusqu'à Friedland et aux accords de Tilsit, Napoléon va chercher à circonvenir le pape et à intégrer les États pontificaux dans le cadre du blocus continental et de sa politique de domination du continent. Et s'ouvre une véritable nouvelle querelle du sacerdoce et de l'Empire, c'est-à-dire un bras de fer entre le pape et l'empereur. L'empereur écrit au pape en février 1806 « Votre sainteté est souveraine sur Rome, mais j'en suis l'empereur ». Et le pape répond quasiment dans le même mouvement, nous répondons avec la franchise apostolique que le Saint-Père ne reconnaît point et n'a jamais reconnu dans ses États aucune puissance supérieure à la sienne et qu'aucun empereur n'a aucun pouvoir sur Rome. Donc voilà, la guerre est ouverte, si j'ose dire, cette querelle du sacerdoce et de l'Empire est ouverte, et on a une rupture qui va être la conclusion normale de ce bras de fer qui intervient, vous le savez, après la décision napoléonienne d'annexer Rome à l'Empire en mai 1809, qui est suivie, appelons-la comme ça pour être simple, de l'excommunication. Ça n'est pas vraiment cela, hein, mais dans les faits, c'est ça. L'excommunication implicite de l'empereur des Français et la grève des investitures canoniques par le pape,
qui aboutit, cette excommunication et la grève des investitures, à l'arrestation et à la déportation du pape. C'est la fameuse action du général Radet en particulier à Rome en 1809. Le pape est interné d'abord à Grenoble, puis à Fenestrelle, avant d'être transféré pour une dernière tentative d'influence à Fontainebleau, pardon, en 1812. Et là aussi, hein, deux, trois petites choses rapides. Napoléon a dans l'idée, hein, de faire de Paris la nouvelle capitale religieuse de son empire. Il parvient à faire transférer une trentaine de cardinaux de Rome à Paris en janvier 1810. Il crée donc les départements au même moment, hein, du Tibre et du Trasimène en Italie. Rome devient la deuxième ville de l'Empire, mais on voit bien qu'il y a cette tentative, hein, de faire de Paris le centre névralgique désormais de l'Empire sur le plan religieux. Il fait transférer Napoléon, évidemment, de manière extrêmement brutale, le pape Pie VII à Fontainebleau en juin 1812. Et à partir de ce moment-là, il va faire une pression très importante, très violente même, hein, en réalité, sur le pape Pie VII pour essayer de le contraindre à accepter les modifications dans les relations entre les deux pouvoirs. Et sous la pression personnelle, hein, de Napoléon, qui le rencontre personnellement et quotidiennement sur la période autour du 20 janvier, le pape va signer en janvier 1813 un texte qui lui ôte l'exclusivité de l'investiture canonique. Mais le pape, sachez-le, se rétractera dès le mois de mars, hein, estimant que cette signature lui a été en fait extorquée, hein, par un Napoléon qui se faisait extrêmement pressant, Napoléon étant dans une situation militaire, géopolitique de plus en plus difficile, et cherchant à obtenir auprès du pape un avantage décisif. Et finalement, vous le savez, les difficultés militaires que l'Empire va rencontrer en 1813 puis en 1814 vont contraindre Napoléon à libérer Pie VII, qui va retrouver l'Italie par Savone en janvier 1814, au début de l'année 1814, et qui va pouvoir s'établir à nouveau à Rome en mars 1814. Et de ce point de vue-là, on peut dire, on peut considérer que finalement, parmi tous les souverains qui se sont opposés à Napoléon, mis à part peut-être Alexandre, le pape Pie VII est sans doute celui qui a le mieux résisté et qui finalement a peut-être vaincu Napoléon, parce qu'il a montré une persévérance dans la manière de contrer la volonté bonapartiste qui était quand même assez manifeste. En conclusion, quelques mots de conclusion. Ce que je voulais dire simplement, c'est que la révolution n'est pas finie en réalité, hein, puisqu'on s'aperçoit que si l'apaisement est réel apporté par la naissance du Concordat, en réalité, un certain nombre de problèmes restent ouverts. D'abord, Napoléon a cherché à forcer les choses et d'une logique d'équilibre concordataire, comme je vous l'ai dit, on est passé à une logique de domination de type gallicane. Ça, c'est vraiment la chose qui a rouvert un petit peu la tension. On s'aperçoit également qu'au fur et à mesure que le temps passe, les prêtres constitutionnels s'effacent en France, que c'est plutôt le clergé réfractaire qui reprend la main au fur et à mesure du temps, notamment autour de 1805, 1806, 1807. On a la réapparition de heurts entre les communautés catholiques et protestantes, notamment dans le Languedoc ou dans le long de l'avenue du Rhône, qui vont, comment dire, quelque part laisser présager de ce qui se passera au moment de la chute de l'Empire, de la Restauration et des terreurs blanches et des violences antiprotestantes qui vont se développer notamment dans le milieu de la France. Donc on s'aperçoit que finalement, l'apaisement auquel Napoléon a essayé d'apporter tant de soins n'aura pas été très durable, n'aura pas été très profond. Et puis on se rend compte aussi que finalement, la lutte entre l'État français et l'Église catholique n'est pas terminée et qu'elle connaîtra des prolongements importants, avec notamment un essor de cette tentative de domination de la religion, enfin de l'Église par l'État à la fin du XIXe siècle, avec la République qui proposera un nouvel équilibre, mais cette fois-ci tout à fait à son avantage, à travers justement la loi de laïcité de 1905, où là on change complètement de dimension et de méthode, si j'ose dire, hein, puisque l'idée n'étant plus d'associer autant que faire se peut les cultes à la marque du pays en reconnaissant la place de la religion, mais au contraire
en détournant finalement le regard de ce que peut représenter la religion dans la société. Donc de ce point de vue-là, je terminerai par ça. Ça pose la question justement, sans qu'il y ait de jugement du tout de ma part, mais en tout cas ça permet connaître la question du concordat et du lien entre Napoléon et les religions, permet peut-être de réexaminer ou d'examiner mieux ce que nous pensons de la laïcité, la manière dont nous la concevons aujourd'hui et la manière dont justement elle est une solution imparfaite, incomplète nécessairement puisqu'elle est humaine, face à une solution à ce problème comment dire permanent qui est celui du lien entre les églises qui sont des forces humaines et politiques et l'État et la manière dont finalement ces acteurs parviennent à trouver plus ou moins un équilibre. Voilà, j'ai fait vite. J'espère que j'ai tenu à peu près ma parole. Je vous remercie beaucoup. Merci Jean-Philippe.